Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre 19h sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 18 janvier et voici les titres de l'actualité. Les hommages se multiplient suite à l'annonce de la disparition du ministre d'État Didier Guillaume hier après-midi. À Monaco, comme en France, la classe politique réagit. Vous entendrez dans ce journal Isabelle Béraud-Amadei, ministre d'État par intérim, le président du Conseil national Thomas Brezzo et l'adjoint au maire Marjorie Crovetto. Bien que le cœur n'était pas à la fête, le coup d'envoi du Festival international du cirque de Monte-Carlo a été donné hier soir, juste après une minute de silence observé en mémoire de Didier Guillaume. Nous recevrons un des artistes dont le numéro peut donner le vertige. Et puis ce week-end est également marqué par la seconde partie du Téléthon. Une de nos équipes s'est rendue à l'espace Léo Ferré où une collecte de fonds est organisée afin de financer la recherche et l'accompagnement des familles touchées par les maladies rares et génétiques. La principauté est en deuil depuis l'annonce hier en fin de journée de la disparition du ministre d'État Didier Guillaume à l'âge de 65 ans des suites d'une maladie fulgurante survenue alors qu'il était hospitalisé au CHU de Nice. Son décès est intervenu une semaine exactement après l'annonce de sa mise en retrait. Comme l'avait indiqué un communiqué du Palais Princier, le ministre d'État devait subir un traitement médical nécessitant une hospitalisation programmée. Parmi les premiers à réagir, le prince Albert II a fait part de son immense tristesse et a salué l'engagement remarquable de Didier Guillaume au service du pays dès sa prise de fonction le 2 septembre dernier. La principauté perd un serviteur exemplaire dont l'action et la loyauté resteront gravées dans nos mémoires, a déclaré le souverain qui par ailleurs a décrété qu'une journée de deuil national serait observée en principauté le jour des obsèques du ministre d'État. Elles seront célébrées en la cathédrale de Monaco jeudi prochain, le 23 janvier à 11h. Et puis, vous avez sans doute dû le remarquer depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin des obsèques, les drapeaux de tous les bâtiments publics ont été mis en berne. Lundi, une minute de silence sera observée à 11h. Celle-ci sera annoncée par une sirène et invitera chacun au recueillement. Et pour celles et ceux qui souhaiteront rendre un dernier hommage à Didier Guillaume, une chapelle ardente accompagnée d'un registre de condoléances a été installée dans la chapelle de la Miséricorde, place de la mairie. Elle sera ouverte au public de lundi à mercredi de 10h à 17h. Concernant l'intérim des fonctions du ministre d'État, elle demeure confiée à Isabelle Béraud-Amadei, conseiller de gouvernement ministre des Relations extérieures et de la coopération, qui conserve la responsabilité de son département. Je vous propose de l'écouter. Elle était cet après-midi au micro de Patricia Navarro. Comme vous pouvez l'imaginer, que ce soit les membres du gouvernement ou tous les services de l'administration, nous sommes vraiment sous le choc depuis l'annonce de la disparition de son Excellence Monsieur Didier Guillaume. Mes premières pensées vont bien évidemment à sa famille. Nous l'entourons et voilà, nous avons des pensées vraiment très fortes de réconfort pour son épouse Béatrice et pour ses proches. Vous avez travaillé à ses côtés au cours des 4 derniers mois. Tous saluent l'homme d'État et les qualités humaines. Alors c'est vrai que M. Didier Guillaume avait une personnalité et un enthousiasme qui permettait aussi d'insuffler et de fédérer. Et donc nous sommes vraiment déterminés au sein du gouvernement de poursuivre cet élan et de mettre en œuvre les actions qu'il avait commencé à insuffler au sein du gouvernement. Oui, parce que vous assurez donc l'intérim depuis un peu plus d'une semaine maintenant et vous l'aviez confirmé mercredi dernier. Les affaires de l'État continuent d'avancer sous l'impulsion du gouvernement et de vous-même. Oui, c'est ce que j'ai dit effectivement mercredi dernier. Cette période d'intérim n'est pas une période de parenthèse. Les conseillers de gouvernement et tous les services de l'État sont mobilisés pour mettre en œuvre les décisions et les orientations qui ont été fixées par Son Altesse Sérénissime le Prince. Et donc, bien évidemment, nous sommes déterminés à les poursuivre. Autre réaction, celle du président du Conseil national, Thomas Brezzo, avec qui Didier Guillaume avait noué une relation de confiance. Écoutez, nous sommes tous ici complètement bouleversés par cette triste nouvelle. Nos premières pensées vont bien évidemment à Béatrice, son épouse, ses enfants, sa famille et l'ensemble de ses proches. Nous avons perdu un ami, Monaco perd un grand homme. C'est un parlementaire dans l'âme, comme il le disait lui-même, et comme il l'a dit dès les premiers mots que nous avons échangés ici, même avant sa venue en tant que ministre d'État. Donc, c'est quelqu'un qui nous a respectés, c'est quelqu'un qui s'est montré loyal, transparent. Et cette transparence qui manquait à nos débats jusqu'ici et qui nous a permis d'avancer, partageant la même franchise, le même pragmatisme, ce qui nous a permis d'aller très vite sur certains sujets et de pouvoir trouver des solutions et commencer à les mettre en œuvre. Malheureusement, il est parti
un petit peu trop tôt. Et en tout cas, on voit déjà que la méthode Guillaume commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les travaux qui ont été initiés. C'est important. Nous avons faire respecter cet héritage politique qu'il a initié ici et que nous avons initié ensemble, et le faire respecter, le faire poursuivre, et que pour le bien de Monaco et dans l'intérêt général, puisque c'était ce qui le guidait. Donc on a tout intérêt effectivement à aller dans le même sens et continuer sur ces bonnes bases-là. Le maire Georges Marsan et les membres du conseil communal ont également exprimé leur émotion via un communiqué, et aujourd'hui par la voix de l'adjointe au maire Marjorie Crovetto. Lorsque nous avons appris le décès de son Excellence Monsieur Didier Guillaume, donc chacun vraiment, que ce soit bien sûr le maire, les conseillers communaux et également tout le personnel de la mairie, chacun a vraiment voulu faire part de sa grande émotion et également de sa profonde tristesse à l'annonce de cette nouvelle. Voilà, on a tous été abasourdis. C'est vrai que nous avions reçu Monsieur Didier Guillaume donc, en mairie lors de sa nomination. Et donc j'avais eu la chance d'assister à ce rendez-vous. Et je me souviens vraiment d'un moment d'échange vraiment très humain et très agréable. On avait pu justement échanger sur les grands projets de la mairie, des projets qui vraiment semblaient lui tenir à cœur et qu'il avait vraiment la volonté de vouloir faire avancer également. Monsieur Marsan me disait encore justement hier qu'ils avaient noué des liens d'amitié particuliers et qu'il appréciait vraiment le grand homme qu'il était. Et d'ailleurs, je voulais aussi rajouter qu'on a eu également l'immense honneur de célébrer donc son mariage dans le mois de décembre, donc ce qui rajoute aussi voilà, cette affection particulière que nous lui témoignons. Pour clôturer les hommages sur notre territoire, le président délégué de la Monte Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valéry, a qualifié l'apport du ministre d'État au pays comme décisif pour l'avenir, et ce, dans de nombreux domaines. En France, où Didier Guillaume a notamment endossé le rôle de ministre de l'Agriculture entre 2018 et 2020, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, la sphère politique n'a pas manqué de réagir, à commencer par le président français qui a décrit un humaniste de la République. Son Premier ministre François Bayrou s'est de son côté remémoré un homme solide et courageux. Plus proche de chez nous, les élus comme le maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, et le président de la région PACA, Renaud Muselier, ont également salué la mémoire de Didier Guillaume sur les réseaux sociaux. Et toujours pour honorer la mémoire du ministre d'État, une minute de silence a été observée sous le chapiteau de Fontvieille hier soir. À la demande de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, nous vous demandons de bien vouloir faire une minute de silence. Merci. C'est dans cette ambiance particulière que le Festival international du cirque de Monte-Carlo a démarré cette année. Pour cette 47e édition encore, des artistes du monde entier se sont retrouvés à Monaco pour offrir au public un spectacle exceptionnel en présence de la princesse Stéphanie, de ses enfants et de Stéphane Bern. Retour sur les temps forts de cette ouverture avec Émilie Flamin et Camille Caloni. Les chevaux du Turkménistan, les acrobaties de la troupe nationale de Chine ou encore le clown Pastelito de Chile, une quinzaine de numéros de cirque se sont enchaînés sous les yeux des spectateurs. Parmi eux, Steven, Caroli et Amy dans leur spectacle de monocycle. Et dès leur sortie de scène, l'émotion était grande. Super émotionné, regarde, mamma mia. For us, it's a big honor to be here because both of us come from circus families. And for us, it's like the Oscars, you know, being in Monte Carlo and being the first act of the festival, really opening the festival was really stressful. But we did it, I'm very happy. La particularité de ce cirque, un concours international avec des artistes venus du monde entier. 大家好，我们来自中国浙江，我们很开心参加蒙特卡罗世界国际马戏节这个秀。We are very happy for here because it's our dream, you know, it's Monte Carlo Circus Festival, and in this beautiful stage is most wonderful things in the happen our life. We are very happy from here. Une première représentation réussie pour cette 47e édition du festival et les spectateurs ont déjà leur petite préférence. Les gens qui faisaient les pyramides. Les danseurs chinois. Et surtout les Chinois, ça a été magnifique, vraiment extraordinaire. Mais aussi les autres, les Mongols, je pense, les petites femmes, les petits jeunes. Vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé les overboards, surtout que ça m'a impressionné qu'un petit de 8 ans puisse faire tout ça.
L'originalité des spectacles, qui était vraiment, c'est du cirque encore différent. À chaque fois, on est impressionné par l'imagination des athlètes. Et si les spectateurs donnent leurs pronostics, le jury, lui aussi, va se réunir mardi soir pour remettre plusieurs prix pour ce concours international du cirque. Et parmi les artistes présents, un équilibriste de 65 ans a fait frissonner le public. Originaire de la région parisienne, il joue de ses hula-hoops sur un mât flexible à 9 mètres de hauteur. Julot Cousin est avec nous ce soir avant de remonter sur scène dans quelques heures. Bonsoir. Bonsoir. Hier, c'était votre première fois à Monaco. Qu'est-ce que cela représente pour vous de vous produire en principauté dans ce festival ? D'être dans le festival de Monaco, le festival de cirque de Monaco, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est quelque chose qui est une chance pour tous les artistes. Et donc j'ai cette chance, c'est une espèce de rêve qui se réalise. Est-ce que vous pouvez nous décrire le numéro que vous présentez à Monaco ? Oui, bien sûr. En fait, je fais un numéro sur un mât souple qui fait 9 mètres de haut et sur lequel je fais des acrobaties, des équilibres et je joue avec des hula hoops. Et voilà. Et surtout, j'ai un personnage qui est assez atypique, qui s'amuse bien là sur le mât. Et quelle quantité de travail cela demande pour préparer un tel numéro ? Je crois que vous peaufinez ce spectacle depuis 2007. Oui, en fait, la première fois que je l'ai présenté, pas tout à fait cette forme-là. En fait, 2007, c'était une formule que je présentais en rue, dans des festivals de rue et des événements en plein air. Et en cirque, la forme que je présente maintenant au cirque, c'était pour la première fois vraiment en 2012-2013. Et à aucun moment, vous n'avez peur, perché là-haut à 9 mètres ? Non, je pense que... Non, moi j'ai beaucoup de plaisir en fait en étant là-haut. Une espèce de sentiment de liberté, des sensations très tranquilles et tout ça. Puis je pense qu'on ne peut pas faire un numéro comme ça en ayant peur. Parce que là, je présente le numéro 2 fois, mais d'habitude, des fois, c'est 2 fois par jour, pendant 3 semaines, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Donc si on a peur en se levant le matin parce qu'on va faire le numéro, c'est pas une vie. Moi, je fais ça parce que j'adore ça et parce que j'en retire un grand plaisir, un grand bonheur. Et je voudrais revenir un peu sur votre parcours. Vous avez toujours travaillé dans le milieu du cirque ? Pas tout à fait, parce que quand j'étais jeune, je cultivais des légumes en fait. J'étais maraîcher et j'ai commencé à faire du cirque en fait seulement à l'âge de 21 ans. Et après, depuis, j'ai travaillé dans le cirque, je travaillais aussi beaucoup dans des théâtres. J'avais une compagnie avec deux amis qui s'appelaient les Cousins. On avait des spectacles quand on est dans les théâtres, dans les festivals de rue, on a fait le tour du monde avec. Et quand on a arrêté la compagnie en 2013, je me suis mis à faire ce numéro-là à plein temps. Et vous avez endossé dans un premier temps le costume de clown ? Oui, en fait, on a toujours été, en fait, les 10 premières années, j'avais plutôt des numéros traditionnels, disons acrobatiques traditionnels, d'équilibre sur rouleau, de jonglage. Et quand on a commencé la compagnie, on était une compagnie effectivement burlesque. Et donc on travaillait beaucoup sur le clown, le trio de clowns, influencé par les Barrio, les Fratellini, toute la mouvance des slapstick comedy aussi aux États-Unis, des films muets. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus et ce que je fais maintenant avec le numéro de mât, c'est très inspiré en fait de tout ce que j'ai appris autour de ces 20-30 années d'expérience. Et voilà, on retrouve toujours ce côté comique dans vos prestations actuelles. Oui, tout à fait. Ouais, avec, sans forcer sur le comique, mais avec effectivement plein de clins d'œil au public, plein de petites choses qui font sourire les gens. Le but de mon numéro, c'est pas de faire peur aux gens, c'est plutôt de les amuser et de les remuer en fait. Et vous allez fêter en juillet prochain vos 66 ans. Comment faites-vous pour avoir toujours autant d'énergie ? Je pense que c'est le plaisir. Je pense que c'est le plaisir de faire ce numéro. J'en retire énormément de plaisir. Tout ça, c'est ce qui me tient alerte, je pense. Puis je m'entraîne aussi régulièrement. Je fais des exercices tous les jours, voilà. Et quand est-ce qu'on vous revoit sur scène, ce soir ? Ce soir, oui. Ce soir à 20h dans le spectacle. Et je serai encore là demain pour le spectacle court. Et après, on verra la suite en fonction des délibérations du jury. Merci Julot Cousin. On vous souhaite donc un bon spectacle. Merci beaucoup. Si c'est comme hier, ça sera formidable. Pour la chronique US de cette semaine, on reste dans le thème des arts circassiens, puisqu'Alexandra Pani, vous avez souhaité nous présenter une compagnie pour le moins originale, basée à Brooklyn. Bonsoir.
Bonsoir à vous. Oui, il s'agit du cirque Omnium. Cette compagnie a souhaité rendre ses arts du spectacle totalement inclusifs, aussi bien du côté des artistes que de l'expérience pour les spectateurs. Je vous propose d'aller à la rencontre de cette compagnie pour découvrir cela avec eux. Et vous allez voir, je vous réserve une apparition surprise dans ce reportage. Ils sont uniques aux États-Unis. Omnium Circus est une compagnie de cirque inclusive et accessible, créée en 2020 par 2 artistes passionnés. So when I first started, I thought, let's create a beautiful circus that has access for everyone, including sensory, including American Sign Language, including audio description for the blind. And I very quickly realized that the even more important part of it was representation within the circus. So 25% of our performers have disabilities. 40% of our overall company has disabilities, and together we create a beautiful piece of circus, and we're touring around the country. Inspirés de la compagnie anglaise Circus Bijou, ils sont eux basés à Brooklyn et en février prochain s'apprêtent à reprendre une tournée à travers les États-Unis où ils se produiront dans 9 États. L'objectif d'Omnium Circus, c'est de proposer un spectacle complet dans l'esprit traditionnel du cirque. Les spectateurs retrouvent ici tous les codes circassiens. We have contortionists, we have aerialists, we have hand balancers. We have one artist who is a 7-time NCAA gymnast and does a dance with his wheelchair. He does a handstand on the wheelchair while it's moving. It's gorgeous. We have people from a mosaic of cultures and communities. We have an indigenous performer from the Shawnee tribe who's doing a hair hang and a traditional hoop dance, circus step of course. Pour mieux comprendre le travail de ces artistes, avant chaque représentation, des ateliers sensoriels sont proposés. When people are blind or low vision, they enjoy the circus through an audio description. So we describe every single aspect of what's happening so that they can share the same excitement as their friends and family who are viewing it through their eyes. People take in information in different ways. So this is a touch table. We have them out before every show, and on it are miniature versions of the props that the artists use during the show. Et pour tester cet atelier aujourd'hui, je suis justement accompagnée d'un visage familier sur Monaco Info. Théo Schumer, de passage à New York, a accepté le rôle de testeur pour ce reportage. On se rend compte, avec les yeux bandés, qu'effectivement, le cirque, ça peut parfois être dangereux. On se rend compte de la difficulté physique avec un morceau de bois. Ce que c'est de se contorsionner et que tout le monde ne pourrait pas le faire. Et moi, je ne pense pas que je pourrais. Non. Sinon, on peut le faire, mais aux urgences, directement, at the hospital. Circus can bring us all together, and it's such a beautiful art form. And for us, it is so important that everyone be able to be involved as an audience member, as taking classes, as working in the circus, regardless of the body in which you inhabit or the skin that you are in. Everyone deserves to be their best self, and that's what we hope to bring forward with the circus, that everyone is possible. We are all possible. Tout est possible lorsque la volonté est là, et pourquoi pas croire dans les prochaines années en une possible participation d'Omnium Circus au Festival international du cirque de Monte-Carlo. La graine est plantée. Retour à Monaco, la mobilisation continue pour le Téléthon. Si la première partie avait lieu fin novembre sur la promenade Honoré II, la seconde prend place ce week-end à l'espace Léo Ferré. De nouveau, l'ensemble des acteurs susceptibles d'œuvrer pour la lutte contre les maladies rares et génétiques sont rassemblés autour du public et de diverses animations. Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. Comme chaque année, le Téléthon a mobilisé de nombreux acteurs de la vie associative monégasque. Peluches, vente de gâteaux, quiz, spectacles de danse, des dizaines de stands ont été montés dans l'espace Saint-Antoine
afin de sensibiliser et récolter des fonds pour l'association Monaco Maladies Génétiques, qui organise le Téléthon chaque année en principauté et livre un combat acharné pour la recherche médicale et contre les maladies rares. Aujourd'hui, beaucoup de concerts, beaucoup de danse, beaucoup d'animations sur scène. Il y a toujours une très bonne dynamique. Les gens, chaque personne qui fait partie de notre équipe essaye de peaufiner et de trouver d'autres personnes qui vont permettre de faire à nouveau des animations. Donc la grande famille du Téléthon s'agrandit chaque année. Et c'est superbe. Le Téléthon a accueilli au sein de sa grande famille l'association Les Smileys de Monaco, qui œuvre depuis 3 ans pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés en distribuant plus de 2000 mascottes par an. Les Smileys de Monaco, c'est une association qui est présente sur différents sites, différents points. Le CHPG, la Sûreté publique, le centre cardio-thoracique, l'IM2S et le centre médico-psychologique. Donc le but, c'est de fournir ces mascottes, donc toutes les interventions que nous faisons plusieurs événements au cours de l'année. Ça nous permet d'acheter ces mascottes et de les fournir aux différents services. Et c'est un objet de médiation pour les enfants, pour les parents et pour gérer un peu ce stress qui est parfois difficile à gérer en cas de maladie, d'accident. Le Téléthon reprendra demain avec un loto et une tombola où une centaine de participants se sont déjà inscrits. Elle a brillé non pas sur le gazon ou le parquet, mais sur la terre battue. Notre deuxième invitée est une joueuse de tennis handisport française. Elle a participé aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Pauline Desroulèdes est en duplex avec nous, entre 2 autographes, puisqu'elle est en principauté actuellement pour la promotion de son autobiographie intitulée « Impossible, entre ombre et lumière, le combat d'une athlète hors du commun ». Bonsoir Pauline Desroulèdes. Bonsoir. Vous vous trouvez actuellement à la bibliothèque Louis Notary pour une rencontre dédicace avec vos lecteurs. Qu'avez-vous souhaité partager à travers cet ouvrage ? Écoutez, je suis ravie d'être ici à Monaco, à la médiathèque, effectivement à la rencontre des gens qui ont lu ou qui vont lire mon livre. Pour moi, c'était important de parler de l'envers du décor, de mon histoire, tout ce qu'on n'a pas vu forcément. Voilà, les gens me connaissent parce que j'ai fait les Jeux de Paris cet été, mais je voulais parler aussi de tout le chemin de reconstruction et désacraliser peut-être le côté super-héros qu'on peut donner notamment aux para-athlètes qui ont un accident de vie. Et voilà, pour moi, c'était important encore une fois de raconter cet envers du décor-là. Votre vie a été bouleversée après un accident en 2018 dans lequel vous avez perdu votre jambe gauche. C'est à la suite de cette épreuve que vous êtes devenue professionnelle de tennis et avez arrêté votre métier d'assistante réalisatrice. Comment avez-vous trouvé cette force ? Vous réalisez aujourd'hui que vous êtes un exemple de courage et de résilience pour beaucoup ? C'est toujours compliqué pour moi de dire que je suis un exemple parce que moi-même j'ai eu beaucoup de modèles qui m'ont aidé à rebondir, notamment un entourage de fer qui m'a donné la force, qui m'a donné l'envie de continuer à vivre, même avec une jambe en moins. C'est vrai que moi, après cet accident qui m'a amputé d'une jambe, j'avais besoin d'un objectif très ambitieux, de me fixer quelque chose qui allait me tirer vers le haut. Et évidemment, le sport, c'était déjà mon moteur et j'avais en tête les Jeux de Paris. Et voilà, cet objectif, je me le suis fixé sans aucune garantie. Et j'ai à la fois profité du moment présent, passé des moments en rééducation, appris le tennis fauteuil qui était tout nouveau pour moi. Et étape après étape, j'ai réussi à remplir cet objectif. Donc je suis heureuse, mais ça c'est grâce aussi encore une fois à toute l'équipe qui a eu autour de moi, toute la force que j'ai reçue. Moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être debout. Donc je suis très privilégiée de tout ce que j'ai pu recevoir, de tout l'entourage et l'amour que j'ai reçu. Et ça c'est vraiment une chance. Donc voilà, c'est plutôt merci aux autres d'avoir fait en sorte que je sois encore là. Et depuis cet événement, vous êtes engagé en faveur des personnes en situation de handicap. Vous n'hésitez pas à vous rendre sur les plateaux télé pour sensibiliser le public. Quel est votre message ? Tout est toujours possible ? Il n'y a rien d'impossible, en tout cas que l'impossible peut devenir possible, d'où le titre de mon livre. C'est important pour moi de transformer l'impossible en quelque chose de possible. Je pense que tôt ou tard la vie elle finit toujours par reprendre le dessus. On traverse tous des moments difficiles, voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, on a des deuils, des difficultés dans la vie, il faut faire face avec les bonnes armes, ce qui nous fait du bien, le bon entourage, donc la bonne équipe et voilà, il faut faire confiance en la vie. Moi je suis peut-être l'illustre exemple de ça. J'ai eu de la chance, encore une fois, d'être entourée. Donc je pense qu'il faut jamais baisser les bras, jamais rien lâcher. Et j'aime bien une citation qui dit « La vie donne les plus durs combats à ses plus solides soldats ». Voilà, donc si ça peut parler à certains qui nous entendent et nous voient, ça peut faire réfléchir.
Eh bien, on terminera sur cette citation qui vous va bien. Merci Pauline Desroulettes d'avoir partagé avec nous votre histoire que vous racontez, on le rappelle, dans votre livre « Impossible entre ombre et lumière, le combat d'une athlète hors du commun ». Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Les photos qui vont s'afficher dans un instant nous rappellent l'émotion qui gagne le pays depuis l'annonce hier du décès du ministre d'État. Les obsèques de Didier Guillaume sont prévues jeudi. En attendant, les drapeaux des bâtiments publics sont en berne. Belle soirée à tous sur Monaco Info. À demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, demain les nuages resteront présents en principauté, même si on aura le droit à quelques éclaircies au cours de la journée. Attention, le soir il devrait y avoir quelques averses, donc pensez au parapluie. Côté température, il fera frais entre 10 et 15 degrés et en ce dimanche 19 janvier, nous fêterons les Marius. Et ce dimanche est aussi sous le signe du popcorn avec la journée nationale de cette friandise. Alors que vous alliez au cirque de Monaco ou tout simplement au cinéma, profitez-en. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.